droite et l'extrême droite sont sur le point de s'allier. Ils se sont même déjà quasiment alliés. Alors, je parle pas de la France, cette fois-ci, je parle de l'Union européenne et je parle du Parlement européen. Mais de toute manière, que ça soit les différents pays européens, les différents États membres de l'Europe, la France ou l'Union européenne en soi, on voit des convergences, voire même des alliances assumées entre la droite traditionnelle, type les Républicains, et l'extrême droite, type Rassemblement National ou d'autres. Alors en France, on le voit ce rapprochement, on la voit ces convergences sur le fond, on voit même des accords, pas électoraux, mais des accords de gouvernement qui commencent à être négociés entre RN et LR, etc. etc. Mais c'est intéressant de voir que c'est pas du tout un truc uniquement français. Ce mouvement de convergence qu'on est en train de voir, ce mouvement d'alliance qu'on est en train de voir se profiler entre droite et extrême droite, en fait, c'est exactement pareil au Parlement européen typiquement. Et aujourd'hui, on va lire un article de Fabien Escalona pour Mediapart. Fabien Escalona qui est spécialiste de ces trucs un peu électoraux, etc., de la social-démocratie, ce genre de choses. Là-dessus, il sait de quoi il parle. Et du coup, il va nous parler aujourd'hui dans cet article du Parlement européen. Au Parlement européen, l'alliance droite-extrême droite force les autres groupes à réviser leur stratégie. Voilà, donc là, il y a déjà des votes en commun entre le groupe PPE, qui est le groupe de la droite classique, on va dire. Si je dis pas de bêtises, il faut que je révise mes trucs de groupe parlementaire européen. Donc typiquement, le groupe parlementaire qui correspond au parti d'Angela Merkel, typiquement en Allemagne, qui est la droite classique. La droite classique à l'Union européenne, commence à voter des choses en commun avec des groupes d'extrême droite, type le groupe de Jordan Bardella, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Vous savez que j'aime bien essayer de chroniquer à l'échelle de la France, mais aussi de l'Europe, voire du monde, cette convergence et ces alliances à venir entre la droite et l'extrême droite, sachant que dès que l'extrême droite arrive au pouvoir dans un pays européen, c'est systématiquement sur la base d'une alliance avec la droite traditionnelle, quoi. Donc est-ce que ça va arriver en France ? Peut-être. En tout cas, regardons ce qui se passe au Parlement européen et tentons d'en tirer des leçons. Voilà. Bardella fait le taf apparemment, ça vole dans les caisses et ça suce le pouvoir européen. Et oui. L'extrême droite, in a nutshell, j'ai envie de dire. Aïe. Le parti de Merkel, c'était bien la droite conservatrice en plus d'être néolib. Oui, c'est le CDU, ça s'appelle en Allemagne. Donc c'est le parti chrétien-démocrate, voilà. C'est son nom, et en gros c'est le parti de droite classique, droite centre-droit, donc on va dire droite conservateur, libérale, mais droite classique, quoi. La droite comme LR et l'UMP avant en France. La droite classique, moi j'aime bien l'appeler comme ça aussi. N'oublie pas de boire de l'eau devant le live de Ribot, quelqu'un a un chewing-gum. Non, mais on a changé de sujet, on a arrêté de parler de teuf et tout. Sachant que bon, moi je suis tellement plus dans la techno et compagnie par rapport à avant que je suis même plus légitime à en parler tant que ça. Il faut que je m'y remette. Voilà. En tout cas, merci de me faire penser à de boire de l'eau parce que je dirais que j'avais soif. Oui, voilà, on pourrait les appeler la droite non nazie. Mais la droite non nazie est en train de se rapprocher de la droite nazie et vice-versa, quoi. Voilà. Donc à voir. Collab, bro. On en reparle, Scorch, on en reparle. Bon allez, bref, du coup, un article de Fabien Escalona qu'on va s'empresser de lire tout de suite. Depuis la démolition du devoir de vigilance la semaine dernière, les gauches et les libéraux décrivent un, je cite, moment de bascule dans la tension inédite qui caractérise cette mandature. Alors Fabien Escalona, il écrit d'une manière parfois qui est un peu verbeuse, vraiment comme un mec qui analyse les dynamiques électorales et politiques au sein des différentes institutions des pays européens. Mais bon, j'espère que ça va être quand même digeste à faire en revue de presse et à lire à haute voix. Mais les sensibilités diffèrent sur les marges de manœuvre restantes et le style de résistance à construire. Alors j'ai pas suivi c'est quoi cette histoire de devoir de vigilance, je crois qu'il va en parler dans l'article, mais du coup voilà, c'est un vote qui a été fait conjointement par la droite et par l'extrême droite au sein du Parlement européen, et donc du coup les gauches en gros je me souviens plus des groupes parlementaires. Alors attendez, le plus simple, ça serait de faire un tout petit coup de Wikipédia juste avant pour réviser un peu tous ensemble les différents groupes parlementaires européens. Ça sera plus simple. Escalona est chercheur à la base. Oui, il est chercheur et enseignant. Il est enseignant-chercheur à Sciences Po, mais pas Sciences Po Paris. En tout cas, il est enseignant-chercheur en sciences politiques. Tout à fait. Donc parfois c'est un peu gros cerveau, mais c'est intéressant. Attendez, donc Wikipédia, Assemblée, Parlement européen. On va juste faire ça rapidement. Ça permettra de mieux appréhender l'article par la suite, c'est assez rapide. Donc les différents groupes, composition. Non, c'est par pays. Groupe de pression, non, ça c'est les lobbies. Élection, engagement sportif, élection. Législature. 10e législature. Voilà. Attendez. Mais, ok, on a tous les groupes politiques ici, alors c'est un peu le bordel. Là, on a tous les groupes politiques. Ok, donc le PPE. Le PPE, c'est le Parti populaire européen, c'est le parti majoritaire actuellement au Parlement européen. Le PPE, c'est ce que je disais, c'est là où il y a le parti d'Angela Merkel, c'est là où il y a les Républicains, c'est la droite classique. PPE.
Ok, le groupe du Parti populaire européen, ou son nom complet, groupe du Parti populaire européen, entre parenthèses, démocrate chrétien. C'est pour ça que je disais, c'est le groupe parlementaire européen qui est lié au parti historique d'Angela Merkel en Allemagne, parti majoritaire en Allemagne, le CDU, parce que c'est effectivement aussi les chrétiens démocrates. Les chrétiens démocrates en Allemagne, c'est la droite classique finalement. Donc ça, c'est le PPE, premier groupe. Deuxième groupe, c'est le SD, c'est là où il y a le Parti socialiste et Place publique, Raphaël Glucksmann. Donc eux, c'est les SOSDEM, au mauvais sens du terme, quoi. L'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen. Donc c'est là-dedans qu'on peut trouver le PS et les autres partis équivalents, type SOSDEM à la con, au sein du Parlement. Ensuite, il y a le PFE. Le PFE, c'est un des partis d'extrême droite, les Patriotes pour l'Europe. Dites-moi si j'ai des bêtises. C'est notamment le parti où il y a Jordan Bardella dedans. Voilà. Le CRE, c'est un autre, c'est les conservateurs et réformistes européens. C'est un autre groupe parlementaire d'extrême droite, mais c'est aussi l'extrême droite. Comme Renaissance, Renew Europe, c'est le parti des macronistes, ceux que Fabien Scalena a appelé les libéraux tout à l'heure. Donc c'est un peu les centristes, c'est le centre droit, on va dire, mais c'est la droite quand même. Hein. Voilà. En gros, ça c'est là où il y a Macron, Renew Europe. Le PPE, c'est là où il y a LR, et le PFE, c'est là où il y a Jordan Bardella, pour raisonner en termes français. Le SND, c'est là où il y a le PS et les SOSDEM. Voilà. Ensuite, il y a les Verts, ALE, où il y a les Verts allemands, bien sûr. Il y a aussi Europe Écologie Les Verts, etc. etc. Et tu as le groupe parlementaire, le plus based, la gauche de rupture, la gauche radicale, quoi, qui s'appelle le groupe de la gauche au Parlement européen, tout simplement. The Left en anglais. Et c'est là-dedans, par exemple, qu'il y a la France Insoumise, qu'il y a Manon Aubry, et qu'il y a aussi le parti allemand Die Linke, c'est un peu les cousins de la France Insoumise. Donc vous voyez, il n'y en a pas tant que ça au Parlement européen, c'est juste cette toute petite partie-là. En tout cas, du coup, si tu prends la gauche dans son intégralité au Parlement européen, même en mettant les Glucksmann et les connards sauce-slip dedans, vous voyez, on est très loin de la moitié. Ensuite, là, tu as les genres de macronistes. Ici, on a la droite classique. Et après, là, blam! Ici, on a de l'extrême droite qui a fait une très très belle percée, hélas, en 2024 au Parlement européen. Putain, on est full nazi en fait. Oh, pas loin, pas loin. Si tu considères que le PPE, ils sont en train de se nazifier, oui, à ce moment-là, on est cooked. Mais c'est toujours pareil, hein. Si la droite type LR, si la droite classique finit par assumer totalement sa mue en extrême droite et qu'il y a une convergence actée, une alliance finale, on va dire, entre la droite et l'extrême droite, il y a une majorité qui se dégage, donc tous les pays d'Europe, droite et extrême droite, hein, quasiment. C'est la merde, hein. C'est la merde. Mais bon, ne perdons pas espoir. En tout cas, voilà, maintenant qu'on a révisé un petit peu les groupes européens, ça sera plus simple pour se plonger dans cet article. Voilà. Donc, à la veille de se retrouver pour une session plénière au Parlement européen à Strasbourg, les différents groupes restent marqués par le vote choc du 13 novembre, lorsque la directive sur le devoir de vigilance des entreprises a été vidée de sa substance par l'alliance des conservateurs et des extrêmes droites. Donc cette fameuse alliance de la droite et de l'extrême droite, plus précisément entre le PPE, le PFE et le CRE du coup. On en parlera un petit peu plus tard. Si les signaux d'alerte avaient été nombreux, ce scrutin confirme une bascule dangereuse qui pose des défis stratégiques majeurs aux gauches et aux libéraux. Donc ce qu'ils appellent les gauches et les libéraux. Quand on regarde là-dessus, là, vous voyez, c'est tout ce qui est en rouge, vert et jaune. Donc la gauche radicale, entre guillemets, type LFI, les écolos un peu gays, type Europe Écologie Les Verts, les socialibes type PS, et même, du coup, le centre, entre gros guillemets, type macroniste. Voilà. Comme un symbole, le texte crucifié était un des héritages progressistes de la mandature précédente, qui s'apparentait à un ensemble de dispositions anti-dumping social et environnemental. Voilà, c'était un truc qui s'appelait le devoir de vigilance pour dire telle entreprise maltraite ses employés, telle entreprise pollue la planète, et donc en gros, du coup on va essayer de flécher les investissements vers des entreprises qui sont moins dégueulasses que celles-ci. C'était un petit peu ça. Et la droite et l'extrême droite s'est alliée pour casser ces lois-là, qui étaient une des seules maigres victoires éventuelles de la gauche, entre guillemets, des progressistes, entre guillemets, sur la mandature précédente. Donc, super. Tout le travail éventuel qui a pu être fait par la gauche au Parlement européen, qui a acquis sur cette loi qui était déjà maigre, a été cassé directement après par une alliance de la droite et de l'extrême droite. Et franchement, c'est quand même lourd de sens, cette histoire. Hein. C'est quand même lourd de sens. Dans un hémicycle au rapport de force désormais en faveur des droites conservatrices et radicales, cette loi a été la victime de votes convergents entre le groupe du PPE, le Parti populaire européen, et les trois groupes nationalistes et xénophobes à sa droite. Les conservateurs et réformistes européens, CRE, les Patriotes pour l'Europe, PFE, donc c'est même présidé par Jordan Bardella carrément, et l'Europe des nations souveraines, l'ENS, rien à voir avec l'école normale supérieure. Voilà. Pardon. En vérité, Europe Écologie Les Verts et le PS français sont à la gauche de leur groupe européen. Bah ouais, hein. Bon, après ça, je sais, oui. Pour les Verts et Europe Écologie Les Verts et les Verts allemands, ça c'est clair. Les Verts français sont plus à gauche, c'est étonnant hein, parce qu'ils sont pas très. Nous on est des gros gauchistes, on va Marine Tourdelay, on se dit elle est pas de gauche cette femme là, qu'est-ce que c'est que ce flanc mais en fait si, ils sont officiellement plus à gauche que les écolos allemands par exemple, typiquement.
Et le PS et le. C'est quoi? J'ai oublié. C'est quoi l'équivalent du PS allemand déjà? C'est le SPD, c'est ça, c'est le SPD. Le Sozialistische Deutschland, c'est le SPD, c'est ça. J'avais oublié, j'ai oublié. Et pareil, le PS, techniquement, il est plus à gauche que le SPD. Place publique, par contre, non. Non, non, non. Place publique, voilà. Ce serait peut-être plus le SPD, il est plus au niveau de place publique, et donc le PS est un peu plus à gauche. Mais en vrai, tout ça, c'est des détails insignifiants. Voilà. C'est des sauce libres de merde, de manière générale. Autant dire ça. Voilà, voilà. Bref, en tout cas, effectivement, il y a une alliance entre le PPE et les 3 autres partis d'extrême droite. Je viens d'expliquer à coup de page Wikipédia un petit peu les différents groupes que c'était. Donc là, vous avez une belle photo avec les Patriotes pour l'Europe à Strasbourg. Voilà, présidé par Jordan Bardella. Jordan Bardella et tous ses sbires à l'échelle européenne. Hein. Voilà, donc il y a un chauve avec une cravate, il y a un vieux, bon bah, super. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire quoi, sauce lib? C'est social-libéral. En gros, moi j'aime bien les appeler comme ça, le PS et compagnie, c'est social-libéral, ça veut dire que c'est des gens qui sont capitalistes comme les autres finalement, qui sont convaincus par l'économie de marché et les bienfaits du libéralisme, tout en disant on va mettre un petit vernis social quand même dessus, on va être un peu plus progressiste que la droite, on va être un petit peu plus régulé, un tout petit peu plus, être un tout petit peu moins libéraux que la droite, mais sinon en vrai, ils sont dans ce consensus que l'économie de marché et le libéralisme économique c'est bien. Voilà. Moi, je les appelle les sauces libres. Typiquement, Raphaël Glucksmann, c'est vraiment un sauce libre, c'est vraiment un social-libéral. Ça se voit dans chaque phrase qu'il dit. Mais en vérité, le PS, y compris l'aile gauche du PS, qui fait semblant de ne plus être comme avant, qui veulent faire une taxe Zuckman, ça reste de l'ordre du social-libéralisme. Hein, voilà. Alors, moi, je fais partie de ceux qui disent que social-démocrate, ça peut aller jusqu'à la France insoumise. Pour moi, c'est des sociodémocrates, la France insoumise, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où ils sont électoralistes, ils veulent être élus pour appliquer une politique, socialiste au sens noble, dans le bon sens du terme. Mais ça reste social-démocrate au sens où ils sont électoralistes et réformistes et ils ne s'en cachent pas. Donc moi, pour différencier justement la France insoumise et cette gauche-là, typiquement, on peut aussi mettre, pas quand on regarde Fabien Roussel, mais quand on regarde le programme du PCF, on pourrait mettre le PCF historiquement dans cette zone-là aussi, vous voyez? Et pour les différencier, eux, les bons SOSDEM, entre guillemets, je parle pas de Fabien Roussel, hein, je parle de historiquement le programme du PCF, mais là surtout c'est la France insoumise actuellement, évidemment. Pour différencier eux qui seraient des bons SOSDEM des autres SOSDEM type PS, Raphaël Glucksmann, moi j'aime bien utiliser le terme social-libéral. Voilà. Après, bon, encore une fois, on peut utiliser des termes différents. On voit de qui on parle, c'est le principal. On se comprend, on arrive à communiquer, parler politique, c'est le principal. Si vous avez un terme qui vous semble plus pertinent que social-libéral, vous préférez en utiliser un autre. Dans tous les cas, si on arrive à se comprendre et qu'on ne dit pas des énormes bêtises, c'est quand même le principal. Après, les débats sémantiques infinis, à un moment donné, ça fatigue un peu. Quoi. Voilà. Oui, on peut les appeler les traîtres aussi, tout à fait. Bref. SOSDEM, si on considère que LFI n'est pas anticapitaliste. Ça veut dire quoi être anticapitaliste? Pour moi, n'importe quel parti de gauche, même pas très radical, veut réguler le capitalisme. C'est le principe de la gauche, même des gauches un peu mollassonnes, quoi. C'est mettre des lois via l'État, réguler un peu plus le capitalisme, etc., etc. LFI veut juste réguler beaucoup plus le capitalisme, mais ils n'ont pas volonté d'abattre le capitalisme. C'est pas vrai. Pour moi, c'est un mensonge. Il y a des anticapitalistes qui sont des communistes révolutionnaires. C'est autre chose que la France insoumise. Mais je dis pas ça pour jeter la France insoumise sous le bus. Moi, je ne le considère pas comme anticapitaliste, la France insoumise. Je les considère comme voulant réguler fortement le capitalisme, comme des SOSDEM conséquents. Et donc, moi, je suis chaud. Abattez la citadelle. Oh oui, un élément de langage en plein meeting de Jean-Luc Mélenchon est représentatif de la ligne réelle d'un parti politique électoraliste. Allons bon, arrêtez de boire ces paroles sucrées telles un nectar. Moi aussi j'aime beaucoup Mélenchon, mais vraiment, moi je considère pas que c'est des anticapitalistes. Voilà. Ils sont trop keynésiens, etc. etc. Mélenchon au pouvoir n'abattrait pas le capitalisme. Ils sont pas trop dans cette volonté-là, mais c'est pas grave. Réguler trop fortement le capitalisme, on peut déjà considérer ça comme une forme d'anticapitalisme. Moi personnellement, je les appelle pas anticapitalistes pour ça. Parce que moi, j'estime que anticapitaliste, justement, c'est plus le NPA, Révolution permanente, lutte ouvrière. Eux, ils pourraient être qualifiés d'anticapitalistes. Voilà. Mais après, encore une fois, quand je dis ça, moi, je vais quand même faire la campagne de Méluche en 2027 s'il se présente. Hein. Voilà. Soyons clairs. On verra ce qui se passe quand même. Voilà. Bref. Bah attendez, sondage, parce que là, ça m'intrigue, c'est intéressant. Hein. Sondage. Pour vous, et je dis bien pour vous, hein, estimez pas avoir la vérité absolue. Pour vous, LFI est anticapitaliste? Oui, non. C'est une yes-no question. Vous pouvez pas répondre c'est plus compliqué que ça. Vous répondez oui ou non. Moi, personnellement, je vote non. Voilà. Mais encore une fois, ça veut pas dire que je les aime pas. Hein. Mais moi, pour moi, on peut pas les qualifier d'anticapitalistes. C'est mon avis. Vous pouvez avoir un autre avis. Ah oui, non, on est d'accord. Non, on est d'accord. 80%, 84% du chat disent non, ils sont pas anticapitalistes à proprement parler. Ce qui veut pas dire qu'ils sont nuls. Hein. Ça veut pas dire ça.
Ok. Bon, bah, on est tout le monde d'accord. Ils veulent remettre en question le paradigme néolibéral. Oui, voilà, c'est ça. Ils veulent un capitalisme beaucoup plus sain, mieux régulé. Et déjà, rien que faire ça, c'est pas tâche aisée, hein. Si Mélenchon il arrive au pouvoir, rien que faire ça, réguler beaucoup mieux le capitalisme, déjà, ça serait une petite révolution. Vous voyez, enfin, pas révolution au sens révolutionnaire du terme, mais ça serait déjà un truc de zinzin, hein. Ça serait déjà extrêmement difficile à faire et le camp du capital, il va s'activer pour que Mélenchon ne puisse pas juste réguler un petit peu mieux le capitalisme. Et déjà, c'est déjà une montagne qui a escaladé devant nous, quoi. Donc c'est pour ça. Il n'y a pas besoin d'être anti-capitaliste pour déjà être l'adversaire, le vrai adversaire de la classe bourgeoise et du camp du capital, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que moi j'aime bien les filles. C'est pour ça que j'aime bien les filles. Je vois comment la bourgeoisie possédante les déteste. Pour moi, c'est une raison suffisante pour les soutenir et pour bien les aimer, hein. Voilà. Bon, allez, bref, on continue l'article. On est d'accord. Après, voilà, définir ces termes sur tout ça, c'est pas inintéressant. Ça permet après de se comprendre quand on discute de tous ces sujets-là. Donc voilà, c'était pas du temps perdu non plus de parler de ça. Mais on va quand même continuer l'article parce que sans ça, on va jamais s'en sortir. Donc, oui, donc on en était, effectivement, le Parti populaire européen, la droite classique, le groupe majoritaire à l'Assemblée, a voté avec toute l'extrême droite, tranquillo, sans sourciller, au Parlement européen. Donc, au-delà du contenu de la directive du coup qui a été annulée par ce vote conjoint, l'épisode s'est révélé marquant pour des raisons proprement politiques, à savoir le chantage assumé par le PPE à l'égard de ses partenaires de centre-droit et de centre-gauche, qui avait pourtant permis à Ursula von der Leyen, elle-même issue du PPE, donc le parti de droite classique, d'être renouvelée à la présidence de la Commission européenne. La droite a joué à plein d'une alliance de revers, avec des groupes où pullulent des membres en pleine affinité avec les idéologies trumpistes et poutinistes. On parle évidemment de l'extrême droite. Donc c'est-à-dire que Ursula von der Leyen s'est fait réélire avec le centre droit et le centre gauche, donc avec en gros le parti Renew Europe, enfin le Parlement européen, le groupe parlementaire Renew Europe et le groupe parlementaire du socialiste, SND, socialiste et démocrate, pour au final s'allier contre eux avec l'extrême droite, enfin que son parti, le PPE, s'allie avec l'extrême droite pour aller casser un truc contre le centre gauche et le centre droit. Donc on voit l'espèce de trahison que c'est finalement. Le PPE n'en a rien à foutre. La droite classique n'est sans foi ni loi, et quand il faut s'allier avec l'extrême droite et chier sur tout le monde, alors même qu'ils se sont fait réélire grâce à eux, ils le font. Est-ce réellement une surprise de la part du PPE ? Non, ça correspond à un truc qu'on voit dans tous les pays membres de l'Union européenne, encore une fois. Ça correspond exactement à ce qu'on a pu voir avec Macron, ou encore pire avec les Républicains, quoi. C'est pareil, mais à l'échelle européenne et au sein du Parlement européen, on voit la même chose, et quand même tout ça est extrêmement inquiétant, quoi. Pour les autres groupes, dont Mediapart a questionné des élus des délégations françaises, la parade n'a rien d'évident. D'une part, ils sont minoritaires face à un PPE allié au côté obscur du Parlement. D'autre part, il y a un fossé entre les nostalgiques de la mondialisation néolibérale qu'on peut retrouver chez Renew, présidé par la macroniste Valérie Ayé, et les partis hostiles à l'austérité, au libre-échange et à la défense européenne qui composent le groupe La Gauche, coprésidé par l'insoumise Manon Aubry. Voilà. Donc je veux dire, le groupe macroniste entre guillemets, comme le groupe insoumis entre guillemets, ils sont tous les deux d'accord pour dire « Oh là là, c'est une honte que le PPE ait voté avec l'extrême droite », mais en vérité, ils défendent des politiques qui n'ont rien à voir, et ce sont des adversaires politiques entre eux. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a une convergence et une alliance entre la droite et l'extrême droite qu'il peut y avoir une convergence et une alliance entre tout le reste du Parlement européen, parce que c'est des lignes qui sont trop opposées. Typiquement, les macronistes vont pas s'allier avec LFI au sein du Parlement européen juste pour combattre la droite et l'extrême droite. Il y a un truc où ça ne marche pas. Et on en arrive au constat que droite plus extrême droite, que ce soit au Parlement européen ou dans à peu près tous les pays d'Europe, on les bat pas en fait. Ils sont un peu imbattables, ils sont majoritaires. Dont acte, hein, mais c'est un peu flippant. Et le jour où le verrou en France, et le verrou, même pas que en France, de l'alliance entre la droite et l'extrême droite sautera définitivement, je pense qu'on est globalement dans le caca. Mais après, à voir ce qui va se passer par la suite. Mais c'est une prochaine étape qu'on peut déjà sentir venir, qui, moi, m'effraie beaucoup, quoi. Voilà. Mais bon, gardons espoir, gardons la tête haute et le poing levé, bien sûr. Allez, bref, je reprends. Un diagnostic met tout le monde d'accord, en tout cas. Faire avancer un agenda progressiste au Parlement, quel que soit son degré de radicalité, est plus difficile que jamais dans cette nouvelle configuration. Le problème n'est pas seulement la déloyauté de ce groupe envers ses partenaires, mais sa collusion avec des forces hostiles aux valeurs qui ont justifié la naissance de l'Union européenne, s'indigne l'écologiste David Cormand. Ce vote était un test majeur pour la plateforme soutenant von der Leyen, estime Valérie Ayé, donc la présidente du groupe Renew macroniste à l'Assemblée, au Parlement européen. Or, je pense que le PPE a fait une erreur stratégique. En espérant lutter contre le grignotage électoral de l'extrême droite, il contribue en fait à sa notabilisation et à ses succès futurs. En tous les cas, le résultat va susciter des tensions. Et si on ne revient pas rapidement à un format de majorité pro-européenne, tout l'agenda de travail de la mandature risque d'être négativement affecté.
C'est un peu ballot quand même d'entendre Valérie Ayé, la macroniste Valérie Ayé, tenir ce genre de discours quand elle parle du Parlement européen, alors que c'est précisément, en pire même, ce que fait Macron en France. Enfin, cette phrase-là, quoi. En espérant lutter contre le grignotage électoral de l'extrême droite, il contribue en fait à sa notabilisation et à ses succès futurs. Cette phrase-là pourrait être utilisée mot pour parler de Macron, quoi. Pour parler de Macron. Macron, il fait ça avec l'extrême droite en France. Donc Valérie Ayé s'indigne que le PPE fasse ça avec l'extrême droite au Parlement européen, mais son chef, Emmanuel Macron, fait littéralement ça à l'Assemblée nationale en France. Le CSC de fou, hein. Valérie Ayé, mais quitte la Macronie, vas-y, fais comme Sacha Houlier, s'il te plaît. Trahis. C'est le moment de trahir, Valérie Ayé. C'est le moment de trahir. Aïe, aïe, aïe. Bref. On sent un moment de bascule, confie l'insoumise Leïla Chaibi. On le vit au quotidien dans les commissions de travail au Parlement. Ce qui était intéressant jusqu'en 2024, c'est que, même en étant membre d'un petit groupe, on pouvait construire des coalitions pour obtenir des avancées, de manière plus souple qu'avec les frontières figées dans l'espace français. Des majorités progressistes avaient pu se constituer jusqu'à Renew et même jusqu'au PPE, par exemple sur la directive relative aux travailleurs des plateformes. Voilà, il y avait certains trucs, typiquement taxer les GAFAM à hauteur de 15% en Europe, faire des directives sur les travailleurs des plateformes, ubériser, des trucs qui sont nouveaux, qui viennent plus des États-Unis. Il y avait moyen de trouver des majorités au sein de l'Assemblée nationale, y compris parfois avec des macronistes, y compris parfois avec des membres du PPE. Mais là, maintenant que le PPE préfère travailler avec l'extrême droite qu'avec le reste de l'Assemblée nationale, il y a éventuellement des petits compromis, des petites coalitions, sur des sujets qui peuvent faire avancer un tout petit peu les choses. Les maigres petites victoires de rien du tout qu'on pouvait commencer à avoir au Parlement européen, là c'est fini, c'est foutu, c'est hors de question, on ne peut même plus les imaginer parce que le PPE préfère travailler avec l'extrême droite. Et ça effectivement c'est ce que Leïla Chaibi dit très bien. Leïla Chaibi qui est de la France Insoumise par ailleurs. On l'a dit. Récemment, en commission logement, j'ai vu le rapporteur espagnol du PPE commencer à construire sa majorité à l'extrême droite, témoigne-t-elle. Le nouveau poids de celle-ci a tout changé. Cette situation nous oblige davantage à nous se serrer les coudes entre groupes de gauche, en synchronisant mieux nos stratégies. Il est également devenu plus important de tirer Renew vers nous. Donc vous voyez, c'est quand même assez différent. Il y a des choses qui sont pareilles que par rapport à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la droite décide de travailler à l'extrême droite, ils ont une majorité et on se fait baiser. Par contre, au Parlement européen, il y a quand même la possibilité, et là c'est une insoumise qui parle, il y a la volonté de tirer Renew, donc les macronistes, l'équivalent des macronistes, vers la gauche, parce que c'est pas les mêmes choses qui sont débattues, c'est très différent. Le Parlement européen fonctionne d'une manière très très différente. Mais du coup, on voit quand même qu'il y a un truc identique, c'est que la droite commence à gouverner avec l'extrême droite, et un truc différent, c'est que les trucs sont moins figés, et un monde où il y a un objectif pour la gauche, y compris à LFI, d'attirer vers eux les macronistes. Et là, il n'y a pas d'équivalent pour le coup à l'Assemblée nationale parce que Macron est trop finito et il nous a trop chié dessus en réalité. Voilà. Et puis, c'est pas les mêmes questions qui sont discutées à l'Assemblée européenne au Parlement européen qu'à l'Assemblée nationale française. Typiquement, il n'y a pas de discussions budgétaires, etc., avec autant d'importance au Parlement européen qu'à l'Assemblée nationale française, quoi. Vous voyez ? Bref. En tout cas, on voit des dynamiques identiques. Il y a des choses qui sont bien différentes, mais il y a des dynamiques politiques qui sont quand même très très proche. Voilà. Pour plusieurs des eurodéputés interrogés, le triste destin de la directive sur le devoir de vigilance ne doit cependant pas éclipser que les groupes dits pro-européens, entre guillemets, n'ont pas cédé au chantage du PPE. Ce faisant, ils l'ont contraint à dévoiler son jeu publiquement, au risque de ternir son image. Ok, donc la bonne nouvelle là-dedans, c'est que même Renew Europe et le SND, les socialistes, les SOSDEM européens, n'ont pas joué le jeu du PPE. On dit, le PPE, vous voterez dans la fange à vous allier avec l'extrême droite, nous on n'est pas avec vous, cassez-vous. Au moins maintenant c'est clair, vous êtes des fachos. C'est un peu la bonne nouvelle à prendre dans ce merdier, quoi. Bon, ok. Renew et les sociodémocrates ont tenu, se réjouit David Corman. Donc David Corman, c'est un écologiste. Donc qui est dans le groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Le PPE s'est retrouvé isolé, avec 3 groupes d'extrême droite. Il est utile de dévoiler qu'il préfère faire une politique commune avec des fascistes. Mais le vote sur le devoir de vigilance nous donne aussi des munitions pour afficher, entre guillemets, l'extrême droite. On va pouvoir dire que Jordan Bardella, Marion Maréchal et leurs amis ont fait cause commune avec les multinationales contre les classes populaires et sont désormais comptables des politiques de l'Union européenne. C'est vrai que du coup, on peut en profiter pour dire mais Jordan Bardella et Marion Maréchal se disent comme étant anti-système. Regardez, ils sont déjà en train de gouverner main dans la main avec Ursula von der Leyen. Et je peux vous dire un truc, c'est que l'électeur RN du moyen, il aime pas trop Ursula von der Leyen et l'Union européenne. Et y compris, et le RN, historiquement, s'est présenté comme étant des eurosceptiques très très critiques de l'Union européenne telle qu'elle existe actuellement, et surtout des gens centristes comme Ursula von der Leyen, Jean-Claude Juncker et tout avant elle, quoi. Et donc là, c'est en mode, alors les antisystèmes qui chient sur l'UE toute la journée, vous gouvernez avec eux actuellement et avec Ursula von der Leyen dans l'Union européenne. C'est vrai que ça, on peut le ressortir à Bardella. On peut le ressortir.
Sachant qu'en plus, il est président de groupe là-dedans. C'est le tête de file du RN dans le cadre de l'Union européenne. Hein. À l'époque, il voulait faire l'union des extrêmes droites européennes, l'union des patriotes, etc. L'union des patriotes, elle va jusqu'à Angela Merkel et Ursula von der Leyen maintenant. Vraiment, monsieur l'antisystème ? Allons bon. Allons bon. Ok. Les citoyens européens ont pu voir comment le PPE s'est allié à des nationalistes au service des lobbies du big business. Retient également Raphaël Glucksmann. Satisfait que les sociodémocrates aient assumé la confrontation gauche-droite. Aïe, aïe, aïe. Mais voilà, typiquement, Raphaël Glucksmann reste à l'Assemblée nationale, gérer ces trucs-là et casse-toi en fait. Reste là-dedans. Pas de politique française pour toi. Les citoyens européens ont pu voir comment la PPE s'est alliée à des nationalistes au service des lobbies du big business. On sait tous que nous sommes plus dans un parlement où nous pouvons faire passer des lois progressistes avec les centristes. Mais il y a une différence entre faire des compromis défensifs et co-signer le démantèlement pur des lois qu'on avait fait passer. Nous dit Raphaël Glucksmann. Du coup, j'ai pas suivi ce qu'il disait. On sait tous que nous sommes plus dans un parlement où nous pouvions faire passer des lois progressistes avec les centristes. Mais il y a une différence entre faire des compromis défensifs et co-signer le démantèlement pur des lois qu'on avait fait passer. Ok, d'accord. Alors ça explique un peu aussi pourquoi Glucksmann, quand il est en débat avec Zemmour, il est en mode genre, vous êtes allié de Viktor Orban, il fait du trafic de voitures électriques avec la Chine. C'est parce que c'est un député européen centriste, quoi. Et c'est pour ça qu'on s'en bat les couilles. Il n'y a rien de plus mollasson qu'un député européen centriste, quoi. Et donc là, Raphaël Glucksmann l'explique bien. L'illustre bien. Raphaël Glucksmann illustre bien qu'il n'y a rien de plus mou qu'un député européen centriste, quoi. Alors après, est-ce que dans le cadre du Parlement européen, précisément, c'est différent en France? Oui, peut-être. Mais dans tous les cas, casse-toi, quoi. Voilà. Et dans tous les cas, réutiliser tes éléments de langage de rapport de force interne à l'Assemblée européenne pour tenter de te créer une carrière de politique française, c'est vraiment la pire idée de merde, quoi. Voilà. Bref. Dans le cheminement du texte qui remettait à plat le devoir de vigilance, la chef du groupe social-démocrate, la socialiste espagnole Iratxe Garcia, je ne sais pas comment ça se prononce, Iratxe Garcia, a cependant été tentée de céder au PPE. De fait, l'exaspération des sociodémocrates dépasse rarement le stade rhétorique. Ils savent qu'aucune majorité pro-européenne, entre guillemets, n'est possible sans eux, mais qu'ils n'ont aucune majorité alternative à opposer au PPE. D'où leur réticence à aller réellement au clash avec ce dernier. Ok, donc ils ont besoin du PPE pour avoir une majorité, les SOSDEM, donc ils peuvent pas trop aller au clash avec eux. Mais en même temps, là, le PPE préfère s'allier avec l'extrême droite. Donc à un moment, ils sont en mode, on est obligé de vous insulter le PPE. Vous avez trahi en vous alliant avec les fascistes, mais en même temps, faut que vous alliez avec nous plutôt. Donc on va pas trop vous cracher à la figure. Et bah super, super. Ah, la culture du compromis de la coalition à l'allemande, hein, trop bien, c'est génial. Hein. C'est pas du tout dépolitisant cette merde. Bref. D'autres ont moins de pudeur. Manon Aubry, de LFI du coup, vous la connaissez, l'assumait auprès de Mediapart, revendiquant, je cite, une posture de résistance face à une commission en train de détricoter les avancées du précédent mandat. Depuis, elle a notamment été à l'initiative de la première motion issue de la gauche contre Ursula von der Leyen le 9 octobre. Son échec a été tout aussi net que celui des motions déposées par l'extrême droite. Elle n'a recueilli que 133 votes et 383 eurodéputés ont voté contre, avec 78 abstentions. Tout en l'ayant voté par solidarité, l'écologiste David Corman se montre agacé par le style insoumis au Parlement européen. Mais c'est exactement la même putain de chose qu'en France, quoi. C'est la même chose qu'en France. Les seuls à faire un peu le taf et à taper du poing sur la table en disant c'est honteux, c'est LFI, et derrière les mous du sgeg écolo et PS de je sais pas quoi là, ils sont en mode genre non mais on est un peu d'accord avec la France insoumise, mais on n'aime pas trop leur style. Insoumis à l'Assemblée. Oh vraiment, hein, qu'on soit à l'échelle de l'Union européenne ou à l'échelle de la France, c'est toujours la même merde, hein, c'est insupportable. Hein. Oh là là. La posture d'opposition, quoi qu'il arrive, est perdante, estime-t-il. Mais tu veux faire quoi face à une alliance PPE extrême droite majoritaire au Parlement européen? Tu veux trouver quel compromis? C'est mort, non? Il faut dire ce qui est. Tout ça, c'est un ramassis de fascistes dégueulasse. Et si tu ne peux pas tricoter des petites lois, des petits pas en avant, vite fait, qui vont se faire détricoter par l'extrême droite le lendemain, bah tant pis, on admet que c'est pas possible de faire ça, que le Parlement européen est en train de se faire noyauter par les fascistes de l'intérieur, et à un moment, à part garder la ligne, taper du poing sur la table et ne pas baisser les yeux face à ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tenter d'aller faire le PPE, on peut pas faire des lois ensemble, le PPE n'en a plus rien à foutre, il préfère s'allier avec les fascistes. Allô? C'est insupportable, quoi. Ah. On peut protester et afficher notre pureté, mais cela n'a aucune vertu pédagogique. Et plutôt que de taper sur les traîtres à gauche qui ne s'opposent pas assez bruyamment, il vaut mieux faire honte à la droite en parlant de son alliance avec l'extrême droite. Mais tu peux faire les deux!
Manon Aubry, elle fait les deux. Elle est pas en mode genre, non, j'ignore totalement le fait qu'il y ait une alliance entre la droite et l'extrême droite. Je vais taper uniquement sur mes partenaires de gauche parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Tu tapes d'abord sur la droite et l'extrême droite. Tu pointes du doigt cette alliance. Tu expliques ce qu'elle est. Tu expliques la gravité de ce que c'est. Et après, enfin, c'est pas que t'en profites, mais après, si tu veux rester à peu près intègre intellectuellement, tu dis, bah, les soi-disant gauchistes qui, du coup, ne s'opposent pas frontalement à cette alliance, essayent d'aller gratter l'amitié au PPE qui est en train de nous trahir la gueule, bah, vous faites partie du problème. Un discours carré, un discours honnête intellectuellement intègre ces deux critiques. La critique de la droite qui s'allie avec l'extrême droite et la critique du centre-gauche, des mollassons SOSDEM qui ne font rien pour s'opposer concrètement à ce genre de choses, quoi. À part dire, oui, non, c'est pas bien. Voilà. L'intégrité intellectuelle pousse une vraie gauche et pousse Manon Aubry à dire les deux, en fait, genre. Non, c'est pas vrai la team. Merci Bubuche pour le raid. Let's go. Merci beaucoup Bubuche. C'était bien. Vous avez parlé de quoi aujourd'hui? Vous avez parlé d'ornithologie ou d'autres types d'animaux? Ça m'intéresse. Attends, je te fais un shout-out tout de suite. Voilà, pour ceux qui connaissent pas Bubuche, on est de plus en plus nombreux sur ce live et ça fait très très plaisir. Donc j'imagine que tout le monde ne connaît pas forcément Bubuche dans ceux qui me regardent. Il y a peut-être des petits nouveaux, des gens qui me découvrent. Shout-out Bubuche en bois, n'hésitez pas à aller la follow dès maintenant. Vous avez parlé d'oiseaux et d'autres types d'animaux. Donc Bubuche, c'est une amie, hein, c'est une amie à moi, on se connaît. Elle fait des streams. Ça fait longtemps en vérité que t'es sur Twitch, ça fait 5 ans, un truc comme ça. Et elle fait des lives, des matinales aussi. Sauf qu'elle, c'est pas politique, même si, bon, vous inquiétez pas, elle est validée politiquement. Je l'ai connue à la fête de l'humain. Donc, c'est une grosse gauchiste, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Si vraiment vous êtes en mode genre, je ne consomme du contenu que de personnes validées et de gauche, même si c'est pas du contenu politique. Voilà, si vous pensez ça, bah, Bubuche, vous pouvez y aller les yeux fermés, premièrement. Et deuxièmement, c'est des matinales avec des animaux, quoi. C'est très drôle. C'est vraiment cool, c'est chill de fou. Et puis, voilà, ça réacte à des documentaires animaliers, ce genre de choses. Et c'est vraiment cool. T'as passé un examen de gauchisme? Pour moi, c'est validé, comme dirait Gurki. Donc n'hésitez pas à aller suivre Bubuche là. Voilà, pour varier un peu les plaisirs, il n'y a pas que la politique de la vie. Allez mater des petites matinales un peu plus détentes. Vous pourrez rire et trouver des animaux trop mignons et apprendre des choses aussi. Hein. Voilà, il y a vraiment des trucs d'ornithologie carrés. Hein. Moi, parfois, dès que je vois des trucs en rapport avec les oiseaux sur internet, du coup, je les envoie à Bubuche et Bubuche, elle est en mode, mais c'est très connu ça, tu connais rien en ornithologie ou quoi? Vraiment, il y a un côté vulgarisation aussi, quoi. Donc voilà, allez-y, les yeux fermés. Et oui, chat de qualité supérieure. Non, franchement, l'ambiance est trop cool. Hein. Moi, je kiffe ton live, Bubuche. Je te l'ai déjà dit, mais premier degré, hein, premier degré. Parfois, je me fais raid et je dis, ah, c'est cool. Je fais un petit shout-out, mais je passe pas 10 minutes à chanter les louanges comme ça. Je le fais avec sincérité. C'est pas juste parce que t'es ma pote. Voilà. Tu pourrais très bien être ma pote et je dirais juste, ouais, allez, les lives de Bubuche, trop cool. Et puis de pas en parler pendant 10 plombes, tu vois. Bref. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup. Allez, on reprend. Oui, en plus, sa chaîne a une super DA, tout à fait. Et si, alors voilà, si je sais faire ça avec mon OBS, non. Si je suis capable de faire des choses comme ça, hot take, si je suis capable de faire ça aussi là, waouh, c'est uniquement grâce à Bubuche qui m'a tout expliqué, qui m'a tout appris à comment gérer mon stream deck, comment imbriquer des scènes dans d'autres scènes pour pouvoir faire des trucs un peu cool, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment celle qui m'a formé là-dessus. Voilà. Bon, c'est bon, je pense que j'ai fait le tour des compliments que je pouvais te faire. Merci pour le raid. Allez, on reprend. On était sur des sujets un peu compliqués. On va reprendre. Ouais, Bubuche made you. Hein. Un peu. En vrai. Oui, donc on était l'écologiste David Corman. Il trouve que LFI, bah, y compris, enfin, que la gauche type LFI, hein, il y a aussi Die Linke, le parti allemand dedans, quoi. Mais que cette gauche-là au Parlement européen, bah oui, ok, ils tapent sur la droite et l'extrême droite, mais pourquoi ils tapent sur le reste de la gauche? Ils disent qu'on n'est pas à la hauteur. Bah, parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Voilà. Allez, on continue. Si les différences de stratégie sont évidentes depuis les rangs libéraux jusqu'à ceux de la gauche radicale, elles ne sont cependant pas caricaturales. Même à l'intérieur de Renew, donc les espèces de macronistes européens, confient une voix interne sous le sceau de l'anonymat, des membres pourtant modérés ont expliqué à leurs collègues que dans leur pays, une félonie comme celle commise par le PPE sur le devoir de vigilance aurait suffi à faire tomber le gouvernement. Alors je sais pas de quel pays il parle, mais ok. Donc il y a même des gens qui sont dans le groupe macroniste qui sont en mode c'est une trahison ultime. Le PPE et von der Leyen ne devraient pas s'associer comme ça à l'extrême droite pour détricoter les lois qu'on a réussi à voter, qui étaient des lois un peu calées dans le bon sens, un peu plus dans le bon sens déjà, quoi. De là à ce que des libéraux envisagent de censurer von der Leyen, le chemin est encore long. Donc von der Leyen, je rappelle, c'est l'actuelle présidente de la Commission européenne, donc c'est un peu la leader de l'Union européenne, et elle est issue justement du PPE, ce fameux parti, je dis ça c'est pour qu'ils viennent d'arriver, qui là a voté avec l'extrême droite au Parlement européen pour détricoter des lois qui venaient de un peu tout le reste du Parlement, quoi. Des lois un peu de gauche, quoi, on va dire. Voilà, un peu écolo. Un petit peu, quoi. Ok. Pour autant, le débat interne est amorcé sur les moyens de bâtir un rapport de force
On est entré en eau trouble. Il faut maintenant réfléchir à comment mettre la pression sur le PPE pour le garder à bord, dans notre intérêt et dans celui de l'Europe, affirme le même interlocuteur à Renew. À l'autre bout du spectre partisan, l'insoumise Leila Chaibi souligne que, je cite, « la politique de confrontation publique, partant du constat qu'il n'y a plus rien à tirer des nouveaux équilibres au Parlement, n'est pas gravée dans le marbre. » Dans la commission marché intérieur, illustre-t-elle, il n'y a pas grand-chose à attendre. Mais dans la commission emploi, c'est différent. Si un encadrement législatif est atteignable sur le management algorithmique permis par l'intelligence artificielle au travail, cela vaut le coup de se rendre utile et de ne pas se contenter d'une fonction tribunicienne. Ok, donc dit plus simplement, il y a certaines commissions européennes, notamment par exemple les trucs par rapport au management algorithmique, à l'IA, ces sujets très modernes. Il y a encore peut-être moyen de trouver des majorités pour voter des manières de réguler tout ça, pour encadrer par la loi européenne les IA, le management algorithmique et ce genre de choses. Donc je veux dire, il y a certains trucs précis. En commission, il y a encore moyen de trouver des majorités. Donc même quand on est dans le groupe le plus à gauche de l'Assemblée, comme Leila Chaibi qui est insoumise, et bah en fait, elle estime que certes, il y a des moments où il n'y a rien à faire à part juste taper du poing sur la table, ce qu'elle appelle la fonction tribunicienne, mais il y a aussi certains cas de figure où on peut encore aller chercher des majorités pour tenter de faire passer des lois sur des sujets très précis où l'Union européenne est à même de légiférer, comme les IA. Ok, intéressant. Malgré sa discipline, le PPE n'est pas un bloc monolithique. Et certains et certaines veulent tenter d'en appeler à la responsabilité des fractions sincèrement pro-européennes. Alors pourquoi ce terme pro-européen est utilisé autant que ça ? C'est parce que justement, dans le cadre de l'Union européenne et dans le cadre du Parlement européen, souvent les partis d'extrême droite sont considérés comme des partis considérés à juste titre comme des partis qui sont anti-européens. À la base, c'est des gens qui sont dans l'Union européenne, au Parlement européen, tout en étant ouvertement contre l'Union européenne, quoi. Et donc, dans l'idée des valeurs de la construction européenne. Alors nous autres gros gauchistes, on n'y croit pas à tout ça. On est en mode c'est du flan la construction européenne. Sans être frixiteur, on est en mode bon, l'Union européenne c'est avant tout un organisme supranational qui vise à imposer une politique économique précise, néolibérale et un marché commun. Dans l'UE, quoi. Nous, on voit ça avant comme ça. Mais pour les gens au Parlement européen, la construction européenne, ça signifie quand même quelque chose. T'es censé avoir des valeurs. Et s'ils disent pro-européen pour parler de tous ceux qui ne sont pas d'extrême droite, c'est parce que l'extrême droite, historiquement en Europe, a toujours été anti-européenne. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils utilisent le terme pro-européen et sincèrement pro-européen. Nous autres, en tant que gros gauchistes, bon, on n'est pas forcément convaincus par ce terme, mais en tout cas, voilà, dans le cadre du Parlement européen, c'est pour ça que ça apparaît comme ça. Surtout, le chantage du PPE ne marchera pas à tous les coups. Dans certains domaines, les conservateurs resteront tributaires de partenaires de centre-droit et de centre-gauche qu'ils auront intérêt à ne pas trop échauder. Ok, donc ça veut dire que la trahison du PPE qui s'allie avec l'extrême droite, en vérité, il y a certains sujets où ils vont continuer à s'allier avec les SOSDEM et les Macronos, quoi, entre guillemets. Ok. Sur les questions environnementales et sociales, résume Raphaël Glucksmann. Ah non, attendez, je le fais en Glucksmann. Sur les questions environnementales et sociales, résume Raphaël Glucksmann, il y aura probablement une opposition gauche-droite plus assumée. En revanche, sur la défense et le budget, le PPE ne pourra pas faire d'alliance et de revers, étant donné les positions antagonistes des extrêmes droites. De notre côté, on doit réfléchir au type de sujet pouvant justifier qu'on les menace d'un blocage. Ouais, je le fais un peu comme Philippe de Villiers, désolé. Faut que je m'entraîne. Ok. Sur le budget, confirme David Cormand, donc David Cormand écologiste, le PPE pourra s'appuyer sur l'extrême droite, sur certains amendements. Mais à la fin, attends, il y a un budget européen ? Je l'avais dit tout à l'heure, ils votent pas de texte budgétaire. J'ai dit de la merde, pardon, mais c'est moins structurant, c'est moins important que à l'Assemblée nationale dans le cadre français. C'est ça que je voulais dire. Il y a quand même un vote de budget, peu importe. Plus de 1 à la fin des phrases. Sur les questions environnementales et sociales, il y aura probablement une opposition gauche-droite plus assumée. En revanche, sur la défense et le budget. Plus comme ça, ça marche mieux. Bon, peu importe. Sur le budget, confirme David Cormand, le PPE pourra s'appuyer sur l'extrême droite, sur certains amendements. Mais à la fin, il ne pourra pas compter sur elle pour voter l'ensemble. Il lui faudra bien dealer avec les groupes pro-européens. Ensuite, il y a des textes sur lesquels il sera possible de mettre en difficulté la droite. Par exemple, sur les revenus des agriculteurs ou sur le numérique, en rendant impossible pour elle le fait de se détourner de notre proposition. Ok, donc ce qu'on peut retenir, c'est que même si le PPE s'est allié avec l'extrême droite et que c'est historique dans le cadre de l'Union européenne et de l'Assemblée du Parlement européen, en tout cas, il y a certains autres sujets où ils vont pas voter avec l'extrême droite. Donc voilà, la trahison n'est pas totale et définitive, ça va être du cas par cas un petit peu à l'avenir. D'accord. Il reste que l'espace communautaire reflète de plus en plus les complaisances de la droite conservatrice avec l'extrême droite, à l'échelle des États membres. Ok, c'est ce que je disais. Ce qu'on voit dans chaque pays européen, on est en train de le voir aussi à l'échelle du Parlement européen. Et c'est vraiment intéressant. Il y a plusieurs trucs où effectivement ça fait penser à ce qui se passe en France. Et ça, je trouve que c'est le plus intéressant. Voilà.
Dans certains pays, elles font partie de la même... donc attendez, je repars du début du paragraphe, je me suis perdu. Il reste que l'espace communautaire reflète de plus en plus les complaisances de la droite conservatrice avec l'extrême droite à l'échelle des États membres. Ok. Dans certains pays, elles font partie de la même coalition gouvernementale, comme l'Italie ou la Finlande. C'est ce que je disais, quand l'extrême droite arrive au pouvoir en Europe, c'est toujours sur la base d'une alliance avec la droite classique. Ou parfois elle s'épaule depuis le Parlement pour la survie de l'exécutif, comme par exemple en Suède. La Suède n'est pas directement au pouvoir et au gouvernement. L'extrême droite n'est pas directement au pouvoir et au gouvernement en Suède, mais en gros, c'est en étant épaulé au Parlement par l'extrême droite que la droite suédoise réussit à se maintenir au pouvoir. Dans d'autres pays comme le Danemark, la France, l'Autriche ou le Portugal, la reprise des obsessions nativistes par la force de droite conventionnelle s'est banalisée. Une façon de le dire de manière moins verbeuse, c'est que la droite LR court le plus vite qu'ils peuvent derrière l'extrême droite RN en étant leur idiot utile et en jouant exactement sur le même terrain, en avançant les mêmes thèmes racistes et complètement autoritaires et fascisants, quoi. Voilà. Les droites d'aujourd'hui, écrivait en octobre dans Esprit Martin Delex, professeur de théorie politique à l'Université libre de Bruxelles, ne vendent plus un espace de paix européen conçu pour désarmer le nationalisme ou la création d'un marché unique moteur de la croissance et de l'innovation. Elles sont bien plus promptes à dénoncer la perte de souveraineté qui accompagnerait une supposée mise sous tutelle des chancelleries nationales par Bruxelles ou par Strasbourg. Quand le sujet migratoire reviendra sur le devant de la scène, 3 textes sont en préparation pour compléter le cadre législatif du pacte européen sur l'asile et la migration. Les conséquences de cette dérive risquent d'être très visibles. Et la majorité, entre guillemets, de von der Leyen, devenue à géométrie variable, pourrait à nouveau être mise à rude épreuve. Donc ça sera le prochain moment où ça sera intéressant de regarder ce qui se passe en termes de vote et en termes d'alliance et de coalition au sein du Parlement européen. Ça sera le sujet migratoire, quand il reviendra sur le devant de la table, sur le devant de la scène. Est-ce que le PPE va choisir de s'allier sur ces thématiques type migration avec l'extrême droite, pour être des gros fachos de merde, ou est-ce qu'au contraire, ils vont un peu dashback et plutôt s'allier, tenter de trouver une majorité avec les centristes du Parlement? Je ne sais pas, et du coup, il faudra le regarder. En tout cas, l'article était très intéressant, donc je vous remets le lien pour ceux que ça intéresse. C'était un article de Fabien Scalona pour Mediapart. Article un peu, pas gros cerveau, mais voilà, article un peu technique, ça parle vraiment très concrètement de ce qui se passe au sein du Parlement européen. C'est bien de parler de ça, je suis content, de pas se contenter que de faire du React facile pour se foutre de la gueule de Glucksmann. Je vais essayer de pas me perdre là-dedans, parce que maintenant que j'ai ma chaîne YouTube, je vous le dis, d'ailleurs, si vous suivez ça sur YouTube, abonnez-vous. Maintenant que j'ai la chaîne YouTube, quand même, je vois que taper sur les sauces libes mous... taper sur Macron, il y a du React un peu facile, je sais que ça va faire des vues, et je me dis, voilà, lire des articles de Fabien Scalona un peu plus complexes sur le Parlement européen, je me dis, il faut pas que je me force, vous voyez ce que je veux dire, mais faut pas que je sois perdu dans ce truc boutiquier à faire que du contenu où je sais que ça va marcher, quoi. Donc voilà, je vais me forcer, même si je dois me faire violence, aller contre ma nature de boutiquier, à continuer à traiter des articles un peu comme ça et faire un truc de l'ordre, un petit peu de la vulgarisation, de l'actualité, prendre un peu de hauteur, essayer de faire de l'analyse pour sentir les choses, etc. Voilà, parce que sans ça, je vais vraiment finir en mode reboutiquier. Tout à fait. En tout cas, l'article était cool. L'article était vraiment cool. Et voilà, moi, ce que j'ai aimé dans cet article, c'est qu'on voit très très bien qu'effectivement, les débats, les sujets, les convergences, le rapport de force politique. Maintenant, on voit qu'au sein du Parlement européen, on voit ce qu'on voit au sein des différents parlements et des différents pays membres de l'Union européenne. Et ça, c'était pas le cas avant. C'était pas le cas avant pour une simple et bonne raison, c'est que cette législature, ce Parlement européen-là, on l'a depuis 2024, pas avant, parce qu'il y a eu les unions européennes en 2024. Et il y a eu une percée de l'extrême droite au Parlement européen en 2024. En France aussi, parce que le RN a fait 30%, comme vous le savez. Et donc du coup, cette percée des différentes extrêmes droites européennes au sein du Parlement européen depuis 2024 fait que là, on a une extrême droite très puissante au sein du Parlement européen, un peu comme on a une extrême droite très puissante au sein de l'Assemblée nationale française. Et donc du coup, là, ça y est, l'Union européenne, on va dire, est mûre et suffisamment fascisée jusque dans ses institutions pour que ce qu'on puisse voir au sein de ses États membres, on le voit même au sein du Parlement européen. C'est tous les 5 ans les européennes. Les dernières étaient en 2019 puis en 2024. Les prochaines seront en 2029. Voilà. Donc en tout cas, si vous avez bien aimé ce replay, pour ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas à like la vidéo, la partager, mettre la cloche et abonnez-vous, quoi, grosso modo. Allez, bisous.